il va bien falloir qu'on trouve des marges de manœuvre. Quand vous avez déjà, je vous ai donné les chiffres, personne ne les conteste, vous avez des départements. Et puis alors, l'idée selon laquelle on avait des départements riches et des départements pauvres est en train de s'effriter, cette idée-là. Parce qu'aujourd'hui, nous-mêmes, c'était d'autant plus injuste que nous avons fait déjà un fonds de péréquation. On disait qu'il faut faire un fonds de réserve en vous prélevant 2%. Mais nous avons déjà un fonds de péréquation. On était courageux, j'étais courageux. À l'époque, j'étais président du groupe Droits de santé indépendante, parce que vous savez, on a deux groupes. Et j'ai porté cette réforme-là, à une époque où ça allait bien sur les droits de mutation, en disant ceux qui se perçoivent le plus vont reverser pour ceux qui perçoivent le moins. À la montée, comme d'habitude, une usine à gaz avec Bercy. On a du mal parfois à y retrouver ses petits. Mais en tout cas, la réalité, c'est celle-là, c'est que les départements des Hauts-de-Seine versent 120 millions au fonds de péréquation. Comme vous avez de la plasie sur les droits de mutation, évidemment que le fonds qui était de 1,9 milliard, il se retrouve aujourd'hui à 1,5 milliard ou quelque chose comme ça, les prévisions. 1,5 milliard. Donc déjà, le fonds de péréquation, qui est déjà en aplasie, évidemment, avec les droits de mutation, parce qu'il faut l'alimenter. Les types, quand on leur dit qu'il faut payer plus, on est arrivé au bout de ce système. Les Hauts-de-Seine vont être à la fin de l'année en marge nette, en marge brute négative. Vous n'y croyez même pas. Mais j'ai les chiffres là. Hein. Vous n'y croyez pas. Le Var, même Paris m'a dit, ils ont accepté de jouer le jeu et de verser plus pour garder le fonds de péréquation à hauteur de 1,9 milliard pour l'an dernier, application cette année. Mais aujourd'hui, ils m'ont dit c'est terminé, ne me parlez plus de fonds de péréquation entre nous. Donc il faut que la solidarité nationale joue. On est face à un mur, vous comprenez? Alors tous ceux qui nous disent on ferait mieux au niveau de l'État, mais enfin je tombe de ma chaise. Franchement, est-ce que même dans la protection de l'enfance, vous proposiez ce sujet, est-ce qu'on peut imaginer un instant que l'État ferait mieux que nous sur la protection de l'enfance, alors que nous avons nos travailleurs sociaux qui sont au contact des familles, qui font de la prévention? Simplement, on est face à un problème sociétal que nous ne savons plus gérer. Alors on peut toujours pointer du doigt nos agents. Moi, je suis incapable d'apporter des réponses aujourd'hui sur la protection de l'enfance. Est-ce que je suis suffisamment insensible ou aveugle pour me dire qu'après tout, peu importe le traitement qu'on va faire à nos enfants? Écoutez, en un an, on se voit confier pratiquement le double d'enfants de 0 à 3 ans. Vous imaginez, vous? En plus, il faut réinterroger les pratiques qui sont celles aussi de la justice. Qu'est-ce que vous voulez? Le juge pour enfants, déjà mettre autour de la table, le juge pour enfants, le parquet, quand vous avez des... Alors on m'a expliqué que ce n'était pas des multirécidivistes, ce sont des multiréitérants. Multiréitérants. Bon. Auteurs identifiés de coups de couteau, d'actes délictueux, voire de crimes de viol. La justice, qu'est-ce qu'elle fait? Faute de place. On nous les confie, faute de place en PJJ. Bon, alors on me dit, oui, mais tout ça, vous ne faites pas votre boulot. Enfin, moi, je commence déjà toujours par dire merci à tous nos agents, tous ceux du champ social qui sont confrontés à de la violence. Vous avez de la violence dans les rues. Aujourd'hui, des jeunes qui se baladent avec des mitraillettes et des pistolets qui jouent à l'apprenti bandit sans savoir maîtriser les armes. Et vous avez une montée de la violence juvénile. Vous imaginez bien qu'on la retrouve chez nous. Et quand on les a dans des maisons, qu'est-ce qu'on fait? Le problème de santé mentale dans notre pays, qu'est-ce qu'on fait? D'après les remontées de nos spécialistes, je les ai interrogés, nous avons 25 à 30% de notre jeunesse qui est confrontée à des problèmes psychiques, psychologiques, voire même psychiatriques. On fait quoi? La PJJ n'est pas là. Moi, j'ai un centre éducatif fermé. Il était tellement fermé, ce centre éducatif, qu'il a fermé ses portes. On fait quoi? Alors, j'ai vu le garde des Sceaux un jour. Je lui ai dit, monsieur le garde des Sceaux, dites-moi où vous voulez ouvrir des centres éducatifs fermés. Il me dit, oui, les communes ne veulent pas. Je lui ai dit, donnez-moi les départements. Je vais vous aider. J'attends toujours la liste des départements qui, soi-disant, n'accepteraient pas d'ouvrir des centres éducatifs fermés. Donc, on est dans une sorte de panorama insupportable, puisque nous sommes responsables pénalement, insupportable. Moi, je me fais remonter sur mon bureau tout ce qui concerne la protection de l'enfance, tout ce qu'on appelle les actes indésirables. Enfin, franchement, d'abord, le vocabulaire devrait être réajusté, réadapté. Est-ce que, franchement, c'est désirable de voir des scènes de violence dans nos MEX ou dans nos établissements? Donc, évidemment que non, qu'ils sont indésirables. Je me fais tout remonter. J'ai demandé aux agents, parce que tout le monde essaye de se protéger dans cette affaire. C'est dramatique. Je vous dis, je pèse mes mots. Quand je vois certains de nos salariés, moi j'ai vu une intrusion de caméramans qui sont venus faire un film chez moi, etc. Très bien. Ils sont arrivés, ils avaient vu une fenêtre cassée, des murs machin. Je viens de créer une maison de l'emploi toute neuve. Bon.
Il y a des jeunes là-dedans qui étaient accueillis, j'en croise un, et je le vois, grande taille, 13 ans, mais déjà un petit peu moins grand que moi quand même. Bon, voilà, un petit peu moins. Je rentre dans, tout neuf, le mur comme ça, lacéré, des trous dans le... Le type avait pris une crise de démence, il a défoncé sa chambre. Défoncé sa chambre. Vous avez une caméra qui arrive, qu'est-ce qu'ils foutent? Ils n'ont pas remplacé le truc. C'est arrivé la veille. Qu'est-ce qu'on fait avec ces jeunes? C'est ça la question qu'on se pose. On est face à une situation explosive. Je pèse mes mots. Hein. Donc, alors, je veux bien que tout le monde pointe du doigt tous ceux qui font le travail. Moi, je commence déjà et je vous invite tous, vraiment, il faut que vous fassiez votre travail d'investigation. Vous êtes parlementaire, c'est votre rôle. Je veux dire, c'était le mien aussi un temps. Donc, il faut le faire, ce travail-là, pour pointer du doigt les dysfonctionnements. Mais en même temps, il faut regarder l'état de la société les yeux dans les yeux. Et comment on règle ce problème-là? On se sent bien seul. Donc, l'idée de recentraliser, bah, je veux bien, ça c'est la commodité des temps. Certains de mes collègues y aspirent, pourquoi? Parce qu'ils se disent, budgétairement, je vais m'en sortir si je confie à d'autres le soin de l'assumer moi-même. Mais ce n'est pas la bonne réponse. Je vous le dis, qui peut réimaginer que les DAS d'antan se portaient mieux qu'aujourd'hui? Enfin, franchement, quand je me souviens des conditions dans lesquelles nos jeunes étaient accueillis, après, on a un problème de recrutement, de personnel. On ne trouve pas de personnel. L'État lui-même est confronté. Mon centre éducatif fermé a réouvert, mais il a réouvert partiellement, pas de personnel. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Ça vaut pour... Moi, j'attire votre attention aussi sur l'APA et la fusion des sections. Là aussi, on nous dit, voilà, c'est trop problématique. D'un côté, il y a l'hébergement, il y a une part d'autonomie, de l'autre côté, la santé. Et puis en même temps, des EHPAD, jamais on a mis autant d'argent pour la... Moi, dans mon département, on va mettre 100 millions d'euros pour les personnes âgées. 100 millions. Vous imaginez? Sur un budget de 600. Ça va de plus en plus mal dans les EHPAD. Aujourd'hui, on m'appelle pour combler des déficits. J'ai encore un EHPAD qui m'a appelé, une MARPA qui va fermer, un EHPAD qui m'a appelé et qui me dit, eh ben oui, il faudrait que vous remettiez 500 000, je ne peux plus faire les payes de fin de mois. Qu'est-ce qu'on fait? Ça ne pourra pas durer, ce système. Alors, ce qu'on nous propose, c'est de dire, on va fusionner les sections, on peut confier ça à l'ARS. Vous avez aimé les déserts médicaux, vous allez adorer les déserts médico-sociaux. Ce qui est dans les tuyaux, c'est la fermeture des établissements médico-sociaux et d'EHPAD de taille inférieure à 80 places. Chez moi, ça voudrait dire 44 EHPAD qui ferment sur les 80, 50%. Est-ce qu'on va laisser faire ça au nom du bien vieillir? Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut des unités spécialisées, on en a ouvertes, en lien avec les hôpitaux de proximité. Agnès connaît bien, tout ça, bien le sujet. Moi, je plaide pour qu'on puisse vieillir en proximité de chez soi. C'est ça le bien vieillir. Vous n'aurez plus d'aide à domicile organisée si vous ne structurez pas à partir des établissements qui sont encore sur place. Vous avez 50 emplois, 50 personnes, c'est un petit EHPAD, mais en même temps ça structure. Vous pouvez encore faire revenir un médecin, organiser un service d'aide à domicile en lien avec l'EHPAD. On a même été très imaginatif, ça vaut pour le monde du handicap. Moi j'ai créé même un service d'aide à domicile à partir d'un établissement pour externaliser les personnes, aller les accueillir, les personnes handicapées, qu'elles vivent dans leur logement. Mais simplement, on est au bout du système. Ça fait des années, vous le savez, mesdames, messieurs les députés, que nous nous battons pour une loi sur l'autonomie. Comment on va financer le vieillissement? Donc, pourquoi il y a un tel fossé aujourd'hui? Pourquoi ça se gilet jaunisse chez les présidents de département? Je pèse mes mots. Pourquoi il y a un tel sentiment de désarroi? Parce qu'on se fixe des objectifs inatteignables. Inatteignables. Et c'est dans le fossé des objectifs annoncés et de la réalité de ce que nous vivons sur le terrain que se creuse la désillusion et parfois même la colère. Voilà ce que nous vivons. Donc moi, je dis simplement, j'ai dit au gouvernement, alors ne le notez pas comme ça, hein, vous ne le notez pas, ça c'est... J'ai dit au gouvernement, mettez votre ministre des Solidarités en vacances. En vacances quelque temps. Ne rajoutez plus, essayons de solidifier déjà notre modèle. Quel modèle de société on veut? Quel modèle de vieillissement on veut? Il y a un vrai débat autour de tout cela. On me dit maintenant, ça relève de la maladie quand on est de plus en plus vieux. Il y a un sujet éthique là-dessus. Alors oui, il y a de l'Alzheimer, oui, il y a des problématiques, mais on a tous des unités dans nos établissements pour la prise en compte. Maintenant, moi je dis simplement qu'il faut qu'on redéfinisse le modèle. Bon, alors parce qu'évidemment, on ne pourra pas continuer comme ça. Je vous dis, de 54, 55, 56% à 70% de nos budgets, c'est fini. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Moi, je vais vous le dire, dans mon département, je vais maîtriser la dépense sociale. Ça veut dire qu'il y a des choses que je ne ferai plus. Alors, on a fait France Travail. On a affiché de belles ambitions, d'ailleurs. J'y ai participé. C'est un exemple, d'abord, je voulais vous remercier, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, parce que sur France Travail, c'est un exemple de co-construction. Moi, j'y crois beaucoup. On a travaillé avec le Parlement, on a travaillé avec le gouvernement,
On a réfléchi à la gouvernance. On a dit qu'est-ce que peut mettre France Travail, pour l'emploi devenu France Travail dans l'escarcelle. Qu'est-ce qui relève de l'accompagnement professionnalisant? Qu'est-ce qui relève du médico-social? Qu'est-ce qui relève de l'accompagnement? Qu'est-ce qui relève de l'insertion? On a créé des groupes de travail ensemble. Il y a eu des résultats. Simplement, ces résultats, ils ont nécessité un investissement en personnes. Moi, j'en ai recruté 17 pour 2000. Vous voyez ce que je veux dire? Au-delà de mes services. On ne pourra pas durer. D'ailleurs, même Pôle emploi, aujourd'hui, France Travail, vous parliez de la généralisation, on va supprimer 500 emplois là-dedans. Ils vont faire comment? Donc, évidemment, j'ai trouvé une porte de sortie pour respecter l'esprit de la loi, puisque j'ai contribué à la faire pendant un quart de siècle. Donc, je vais l'appliquer. Je vais vous montrer l'exemple. Mais je vais l'appliquer de manière comment? Je vais faire une généralisation progressive. On va cibler les territoires qui le nécessitent, donc ce sera une généralisation, mais il faut qu'on adapte tous nos programmes aux possibilités financières devant lesquelles nous sommes placés. Donc voilà, moi c'est un cri d'alerte que j'ai lancé. Je vous le dis, je ne défends pas une boutique aujourd'hui, mais je défends un modèle de société dans lequel il faut qu'on redéfinisse qui doit faire quoi pour être le plus efficient. Cette commodité de reconfier, je vous le dis, de dire que l'État ferait mieux que nous, etc., alors que l'État est défaillant dans beaucoup de domaines, alors que l'État pratique le déport dans beaucoup de domaines, notamment dans le médico-social, je trouve que c'est une pratique qui nous mène, je vous le répète, droit dans le mur. Voilà. Alors aujourd'hui, on est au bout du système. Donc comment on va faire demain? À ça s'ajoute le problématique du service départemental d'incendie et de secours que vous avez évoqué, Monsieur le Président de l'Autrette. Service d'incendie et de secours, bon, on est face aujourd'hui aux effets du changement climatique que plus personne, plus aucun esprit serein ne conteste. Enfin, à part des esprits dérangés, on en a les effets, des phénomènes tempétueux de plus en plus marqués, des inondations brutales même en période estivale, des pluies, des périodes de sécheresse. On va vivre avec ça. Bon, et puis des incendies. Enfin, imaginez, des incendies en Bretagne, des feux de forêt un peu partout, y compris dans votre département, monsieur le député. On en a même eu dans les Vosges, on a eu dans le Jura, des feux de forêt, enfin, à côté des villes de Gevrey-Chambertin. Imaginez si j'étais sensible à ce sujet. Évidemment. Bon, on a ces phénomènes-là. On a été appelé à faire des efforts financiers. Mais là aussi, le système doit être complètement revu. Nous sommes les héritiers d'un système dans lequel il y a eu un transfert de charges au département. Et quand ce transfert de charges et de compétences a été fait au niveau des départements, partagé avec l'État sur l'aspect opérationnel, certains départements ont choisi de ne pas solliciter trop les communes. Donc on est parti de cette base-là. Mais aujourd'hui, avec l'apparition de risques nouveaux qui nécessitent des moyens, des formations, tout effort supplémentaire est assumé par les départements. Les communes et les groupements de communes sont plafonnés au montant de l'inflation. Donc quand vous avez, comme c'était le cas, et l'État qui a dit je baisse 5 millions, etc., ou c'était 100, combien il a mis 150 millions. 150 millions, mais il a dit déjà c'est pour acheter hélicoptère, machin, etc. Et nous, on s'est retrouvés face en disant faites un effort, vous aussi, on l'a fait. Là encore, on est au bout du système. Donc moi, je plaide pour qu'on ait rapidement un véritable comité des financeurs dans lequel on redéfinisse le périmètre de l'effort qui est demandé. D'abord, il faut que l'État y participe au titre de la solidarité, parce que je ne voudrais pas qu'il y ait des fractures de prise en compte du risque de protection des biens et des personnes dans le pays, liées au fait qu'on ne pourrait plus faire face aux investissements pour nos pompiers volontaires également. Et donc, évidemment, qu'on se retrouve dans cette situation aujourd'hui. Dans mon département, la métropole concentre 50% des activités du pompier. Avec l'histoire dont nous sommes les héritiers, nous sommes à 8 millions de contributions de la métropole. Moi, j'en suis à 21 millions, 22 millions l'an prochain. Donc, vous voyez le différentiel. On a à peu près, métropole et la ville de Dijon, on a à peu près le même périmètre budgétaire que le mien département. Donc, on voit bien que tout effort supplémentaire va trouver là aussi ses limites. Donc, il faut qu'on réunisse un comité des financeurs, qu'on regarde les conditions dans lesquelles on peut aussi mutualiser, mais ça, nous le faisons avec les départements voisins. Il faudra vraiment que les préfets de zone soient un peu plus dynamiques selon les zones et mettre tout le monde autour de la table pour mobiliser les moyens interdépartementaux. Nous faisons ce travail, mais il faudrait qu'on soit accompagné aussi par les services de l'État. On a demandé la réouverture du Beauvau. J'ai bien précisé le cadre dans lequel ça s'ouvrait. C'est qu'il faut qu'on réfléchisse au caractère opérationnel et comment on va modéliser l'imprévisible, parce que ça aussi, l'intelligence artificielle peut nous accompagner. Alors, le modèle de sécurité civile, il est fait sur la météo, sur l'analyse de la météo, alors qu'il faut qu'on dynamise tout cela et que l'intelligence artificielle nous permette
de modéliser les événements imprévisibles avec des indicateurs qu'on pourrait poser ici ou là. Lorsque l'eau monte d'un certain niveau avec une telle rapidité, on sait qu'il va se passer tel événement, ce qui nous permettrait de gagner plusieurs heures et d'éviter ce qu'on a vu notamment en Espagne récemment. On n'en est pas là, mais enfin, il faut qu'on soit très vigilant à ce risque qui est ouvert. Donc voilà, j'ouvre tout cela. Donc qu'est-ce qui va se passer? L'an prochain, c'est l'investissement qui va trinquer. Il y a des départements qui ne peuvent plus faire face. La solidarité entre nous a trouvé ses limites. Alors qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a demandé sur le projet de loi de finances? D'abord qu'on renonce au prélèvement. Enfin, alors que nous sommes la strate la plus exposée, ce que personne ne conteste aujourd'hui. Je vous ai donné, vous l'avez reçu, ça, je vous l'ai tous envoyé. Hein. Ça, c'est un document que je n'avais pas avant de l'avoir conçu. Je le demandais à Bercy, mais incapable. Ou alors on nous le donnait il y a 2 ans en avant ou 3 ans en arrière, vous voyez ce que je veux dire? Alors que la dégradation, elle est mois le mois. Donc évidemment que c'est un des éléments majeurs de la donnée. Moi, je pense qu'il faut qu'on travaille tous sur la donnée. Objectiver la donnée de chacune des strates, objectiver les impacts budgétaires de chaque décision qui est prise. Moi, je demande aujourd'hui un moratoire dans l'action sociale, un moratoire, qu'on arrête, qu'on fasse le point, qu'on se dise comment tout ça va se profiler dans les mois qui viennent, comment on va le financer. La CNSA, alors on a demandé, je reviendrai sur la CNSA, on a demandé tout simplement sur le projet de loi de finances, d'abord qu'on renonce au prélèvement pour alimenter un fonds de réserve. Alors après, on nous a dit, mais non, le fonds de réserve, on le mettra pour chacun, parce qu'après, un fonds de réserve géré par le CFL, le poids des communes faisait que le fonds de réserve, il allait repartir, je vous laisse deviner où. Hein, évidemment, le poids des communes au CFL, il est là. Bon. Donc, on nous a dit, après, on va vous le garder. Ben, c'est pas utile de nous le prendre dans le contexte actuel, surtout qu'on a déjà un fonds de péréquation. Au-delà d'un fonds de péréquation, je rappelle qu'on a un fonds de sauvegarde qui est prélevé sur la dynamique de la TVA à hauteur de 52 millions d'euros. Non, mais à l'époque, 52 millions. L'État, on a obtenu de Mme Borne à l'époque qu'elle nous double, c'est-à-dire qu'on passe à 100 millions pour les 14 départements les plus en difficulté. Milieu d'année, on était à 30, on va être à 60. On fait quoi? Ce fonds est à 37 millions aujourd'hui. Il n'est pas abondé. Donc non seulement on nous prélève, mais on n'est même pas capable d'assurer. Je vous l'ai dit, hein, on passe à 1,5 milliard le premier fonds de péréquation des droits de mutation, il est à 1,9 milliard. On se prend déjà 400 millions dans la vue. C'est pour ça que les départements les plus fragiles se disent mais où on va? Enfin, ceux qui sont déjà vraiment en très grande difficulté. Donc on a dit d'abord arrêtez. On a déjà fait l'effort entre nous. N'en remettez pas une couche. Bon, ça, je crois que c'est à peu près compris, même si ça n'a pas été tout à fait admis. Bon, après, on verra la suite du débat. Hein. On est dans un contexte un peu d'incertitude, je crois savoir. Hein. Donc, deuxième chose, sur la TVA, on a dit arrêtez. Le gel de la TVA, c'est nous qui le finançons à plus de 54%. Évidemment, c'est 20 milliards d'euros chez nous, la TVA. Vous la gelez, vous voyez un peu l'effort. C'est du 800, je ne sais pas combien. C'est du 700 millions. Un effort de 700 millions, le gel. Puis après, il y avait le FCTVA. J'ai trouvé que vraiment prélever 2 points sur le FCTVA, en plus avec effet rétroactif, c'était pas très moral. Puis en même temps, taxer ceux qui ont investi. Mais ça avait un mérite, c'était l'assiette la plus large. Parce que là, toutes les communes qui avaient investi étaient concernées. Donc pour nous, je vous l'ai dit, c'était un taux subsidiaire. Ça, c'est le premier débat. Le deuxième débat, nous avons demandé est-ce que les AIS, quand même l'État fasse un effort pour combler les AIS. On n'a pas demandé ça tout de suite, on s'est dit, écoutez, on va être raisonnable. Faites 50-50, c'est-à-dire 50% les départements, 50% État. C'est un effort de l'ordre d'1,5 milliard qui est demandé. Il est soutenable. Il est soutenable notamment par la CNSA, qui avait fait déjà un premier geste l'an dernier sur l'APA, notamment, pour monter à 42% de taux de couverture de l'APA dans la moyenne des départements français. Il y en a qui sont dessus. Bon, moi, à 42%. On avait eu 150 millions. Là, on avait dit, si on veut arriver à l'objectif dans les 3 ans du taux de couverture des AIS à hauteur de 50%, il faut mettre 1,5 milliard. En gros, il fallait mettre 400 millions, un peu plus de 400 millions par an. Le gouvernement nous dit, alors 400 millions, est-ce qu'ils sont trouvables à la CNSA? Oui, il y a eu les 0,15 de CSG qui ont été pris. C'est de l'ordre du... Combien ils ont touché là? 2 milliards 2,5 milliards. 2,5 milliards, ils nous ont donné 150 millions. Enfin, franchement, ils ont des réserves. Il faudrait peut-être creuser. Moi, ce sera intéressant, Monsieur le Président, d'aller vérifier ce qui se passe à la CNSA et d'avoir les chiffres de la CNSA. Les vrais chiffres. Ils ont des réserves, mais on est à l'os. Bon, donc, moi, ça me semble tout à fait raisonnable, hein, ce qu'on a demandé. D'ailleurs,
je nous trouve même un peu trop raisonnable. Mais enfin, après tout, dans ces temps troublés, n'exions pas la raison comme une source d'inspiration. Hein. Ce serait quand même mieux et préférable pour l'avenir du pays. Voilà. Donc à partir de là, royalement, on nous dit 200 millions. Bon, c'était ce qu'on avait obtenu, ce qu'on a appelé le resoclage. Là aussi, c'est des mots techniques que plus personne ne comprend. Mais enfin, bon, bref, c'est parvenir à 50%. Voilà. 200 millions, il en manque 200. Hein. Et ça veut dire que ça va continuer de progresser, c'est-à-dire que nous, même avec 200 millions, le taux de progression des AIS sera tel qu'on ne restera même pas au taux de financement où nous sommes, c'est-à-dire que nous devrons mettre encore plus au pot, compte tenu des chiffres que je vous indiquais, du taux de progression sur une année. Donc évidemment, enfin, j'espère que vous me croyez, enfin en tout cas, je vous le dis avec franchise, je ne sais plus comment on va faire. Voilà la vérité. À cela s'est ajouté le problème des MENA. On a beaucoup travaillé sur le problème des MENA avec des opinions divergentes selon les uns et les autres, plus droit de l'homiste, c'est certain, un peu plus rude chez d'autres sur le contrôle de l'immigration. Mais en tout cas, nous sommes parvenus, on avait dit voilà, dans l'attente de la reconnaissance de la minorité, il faudrait que l'État, à tout le moins, prenne les jeunes en charge dans l'attente de la reconnaissance de la minorité. Parce que ça embolise nos systèmes. Surtout qu'avec les voies de recours qui sont systématiquement employées, évidemment, on se retrouve avec des jeunes qui se prétendent avoir 18 ans, moins de 18 ans, et qui, dans les faits, sont des jeunes avec... J'en ai même eu un après un test osseux. Alors, cette fois, on critique les tests osseux, fait en lien avec le parquet. Il s'est révélé avoir de l'ordre de 35 ans. Il faisait jeune, mais enfin, il y avait quand même un gap. Hein, non, mais je n'affabule pas. Donc, on a eu une explosion du flux migratoire. Donc, on est obligé de les prendre en charge dès lors qu'il y a une suspicion de majorité ou de minorité, d'ailleurs, peu importe. Donc, ça, on a demandé, ce serait à l'État de le prendre en charge. Ensuite, nous, qu'il nous soit confié, on a un savoir-faire, on est accueillant, on sait faire, c'est la compétence sur l'enfance. Donc personne ne songe à remettre en cause, même s'il y avait des divergences, mais on est parvenu à une convergence de l'ensemble des départements pour dire on les prend en charge. Simplement, on a demandé à ce que financièrement, nous ne sommes pas responsables du flux migratoire, qu'à tout le moins, si nous en assumons la responsabilité, donc pendant la période où ils sont mineurs, que déjà, ils nous compensent financièrement la charge que cela représente pour les départements. Ce n'est pas anecdotique, hein, ça a augmenté. Bon, tout ça, ces discussions sont restées en suspens, évidemment, dans les périodes que nous avons traversées, dissolution, etc. On a avancé un peu, mais pas suffisamment, en tout cas de manière tangible. Et puis le troisième sujet, c'est que la loi Taquet a imposé une mesure généreuse, de dire que tous les jeunes jusqu'à 21 ans devaient être pris en charge dans les départements, etc. Ça a embolisé nos systèmes. Parce que qu'est-ce qu'on fait d'un jeune qui ne veut pas rentrer dans un projet professionnel? Là aussi, c'est plus de la protection de l'enfance. Ça relève d'autres responsabilités. Et là, vous avez toutes les difficultés qu'on a avec nos systèmes, les missions locales qui travaillent parfois de leur côté, avec lesquelles on a bien de la peine à discuter, si ce n'est qu'ils viennent appeler des financements vers les départements. Ça dépend selon les départements, selon les secteurs. Enfin, on voit bien que là, nous sommes dans un maelstrom, en tout cas dont les conséquences font qu'il y a eu une embolisation de notre système de protection de l'enfance en termes de place. On en a créé beaucoup. Hein. Moi, j'en ai créé 135. Maintenant, je trouve plus de personnel. Qu'est-ce qu'on fait? Et j'ai plus les moyens non plus, d'ailleurs, même si on les priorise là-dessus. Enfin, voilà. Donc, ce que je voulais vous dire, donc, je vous dis sur la recentralisation. Tordons le cou à cette idée. Enfin, franchement, on a passé 30 ans de notre vie politique à se dire qu'il fallait réinventer la proximité. Aujourd'hui, une aspiration du peuple à beaucoup de proximité. Regardons, mais vraiment, dans les discussions qu'il y aura sur les compétences et leur financement, regardons le bon échelon pour agir, de manière extrêmement pragmatique. Et quand on se fixe un objectif, il faut se fixer la règle d'en prévoir le financement. Sans quoi, il faudrait qu'on ait un article 40 de la décentralisation. Chaque fois que l'État nous impose une mesure nouvelle, y compris dans le cadre de nos responsabilités pour lesquelles il doit participer, il faudrait impérativement qu'il en assure le financement. Sinon je vous le dis, on suscite de l'incompréhension généralisée, qui se traduit par un sentiment de colère. Voilà, j'étais un peu long, mais ça m'a fait beaucoup de plaisir de vous rencontrer, mesdames, messieurs les députés. Mais merci, Président. C'était très clair, ça aurait balayé large, mais c'est ce qu'on attendait, c'est-à-dire aller au-delà du strict sujet du projet de loi de finances. J'ai quand même répondu à toutes vos questions, Monsieur le Président. Hein. Oui, je vous un peu plus même. Je le reconnais.
Mais nous n'en avons pas terminé, Président. Non. Maintenant, les collègues ne vont pas manquer d'aborder les sujets qui n'ont pas été jusque-là. Et on va commencer tout de suite avec Madame Julie Lechanteux pour le groupe Rassemblement National. Alors, je rappelle la règle, chers collègues, 3 minutes. Après, avec une certaine tolérance. Ce sera plus... Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie déjà pour votre présence cet après-midi, pour vos explications. Pour le coup, elles étaient tellement complètes que vous avez répondu quasiment à toutes mes questions, puisque l'une d'entre elles était notamment sur comment soutenir les collectivités territoriales dans le cadre de l'accompagnement des mineurs isolés. Vous avez émis quelques pistes, quelques solutions. Dans tout ce que vous avez pu développer, je pense qu'on est tous d'accord sur le mystère, entre guillemets, d'une hausse des dépenses sociales et par ailleurs d'une dégradation des services publics. Et on peut se poser la question, où va l'argent ? Et à cette question, je vous en pose une autre, Monsieur le Président. Vous avez beaucoup de responsabilités, vous avez un beau parcours et à mon avis, toute la légitimité à demander un audit de ces dépenses publiques. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous avez déjà fait la demande? Et notamment pour avoir une réponse sur cette fameuse décentralisation également. Je vous remercie. Une question qui est essentielle, c'est celle de la donnée. Il faut qu'on objective les données. Aujourd'hui, on a des réponses parcellaires au sujet que vous avez exposé, c'est-à-dire chacun a une partie de la réponse, et nous sommes en train de nous organiser. On travaille beaucoup avec la CNIL, d'ailleurs, je vous l'annonce, mesdames, messieurs les députés, c'est que nous souhaitons, je ne sais pas jusqu'où on ira, mais enfin, créer un GIP de la donnée pour que les données nous concernant, toutes celles que nous avons recueillies sur le terrain, soient objectivées et portées à connaissance à l'ensemble de nos interlocuteurs. Pourquoi est-ce qu'on a fait bouger les choses et les lignes sur cette question, notamment du prélèvement qui nous était imposé, etc., ce que je vous ai décrit, plafonnement de la TVA, etc. C'est parce qu'on a objectivé la donnée. Moi-même, d'ailleurs, quand on m'a dit 5 milliards, je pensais que les communes, même si j'ai regardé les 450 communes à 40 millions, je me suis dit tout ça va être partagé. En réalité, par la structure même de notre corpus de ressources, on s'est rendu compte que c'était nous, on l'a même objectivé pour nous-mêmes. Et donc, on est en train de monter tout cela. Et je crois qu'il faut l'objectiver sur la protection de l'enfance, comme dans tous les sujets. Aujourd'hui, la protection de l'enfance et la dépense sociale, d'une manière, dépense solidarité, explose par le fait d'abord des prestations. Je vous redis, les AIS, les allocations individuelles de solidarité, c'est-à-dire APA, à domicile ou en établissement, RSA, PCH, représentent un total de 21 milliards sur les 44 milliards de dépenses sociales. Donc il faut qu'on redéfinisse le périmètre de ces allocations individuelles de solidarité. Est-ce qu'on doit aller vers davantage d'individualisation? Moi, j'y suis partisan. Je vais mettre en place dans mon département, et je vous en rendrai compte si ça vous intéresse, un système un peu nouveau dans lequel tous ceux qui vont entrer dans un dispositif APA vont être visités à domicile pour qu'on évalue. Ensuite, vous avez des grilles. On a rajouté des grilles. Alors la CNSA a pondu ces grilles, etc. Vous cochez les grilles et puis vous arrivez à un résultat avec une prestation qui est versée à la fin. Je pense qu'il faut qu'on individualise. Il y a une réflexion qui était engagée à l'initiative aussi du Parlement et du gouvernement pour voir une contribution à ces charges de vieillissement de la population qui soit proportionnée à ses revenus. Ça me semble une piste qui doit être évoquée. On le fait d'ailleurs nous-mêmes quand on fait de l'aide sociale. On a pratiquement la moitié de nos places qui sont à l'aide sociale, c'est-à-dire que personne ne peut considérer que notre système ne serait pas à la hauteur de ce qu'on en attend. Après, les conditions d'accueil, on peut discuter. Mais le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que même quand vous avez un volume d'heures qui est, par exemple, pour l'aide à domicile, elles ne sont pas assurées, ces heures, parce que vous n'avez plus de personnel pour le faire. Donc, il faut qu'on reformate tout cela, qu'on le reformate. Voilà. Et donc, que la solidarité, on en redéfinisse aussi le périmètre. Voilà. On ne pourra pas continuer sur ce trend. Moi, j'en suis convaincu. Sauf à avoir une vraie loi
de l'autonomie qu'on réclame depuis des années avec un véritable financement adapté. Et là encore, moi, je souhaite qu'on soit partenaires, nous les acteurs, partenaires du financement. Quand on voit la CNSA, c'est un truc administré, je suis désolé de le dire aussi clairement que ça, où le dialogue est extrêmement compliqué. On est dans une France administrée, trop administrée, pas suffisamment prenant en compte de la France vécue. C'est ça aussi qui fait le choc qu'on a aujourd'hui, le choc de nos vies et l'insatisfaction sociétale. C'est qu'on a une France administrée qui ne correspond pas à ce que nous vivons sur le terrain. Donc un fossé qui se creuse. Et je vous l'ai dit, sur la CNSA, elle a récupéré 2,5 milliards. Il faut interroger, pas ceux qui sont simplement sur le terrain, mais ceux qui sont en charge du financement, où ça passe tout ça. Voilà. Alors il y a des réserves quelque part, je le sais, sur la CNSA. Qu'est-ce qu'on en fait? Bon, moi je suis prêt à ce que... On est très audité, nous, vous savez, les inspections, on en a... voilà. On nous dit, par exemple, vous ne contrôlez pas suffisamment la protection de l'enfance. Vous avez entendu ça, vous le reverrez pendant la commission d'enquête. On ne contrôle pas suffisamment dans les établissements. Simplement, on fait des contrôles conjoints souvent avec l'ARS. Moi, j'en fais le double de l'ARS. Simplement, je dois voir l'ARS pour les conclusions. Et dans les ARS, on me dit, on n'a pas le personnel pour vous accompagner. On fait quoi? On fait quoi? Moi, nous, on joue à livre ouvert. Moi, je vous dis que dans la protection de l'enfance, on ne sait plus faire sociétalement. On ne sait plus faire sociétalement. Qu'est-ce qu'on fait? Hein? Je dis bien société. Je ne parle pas socialement, je parle société. D'autre part, il faut qu'on ait une réflexion sur tout ce qu'on voudrait mettre comme système nouveau et comme perturbation. Je crois qu'il faut qu'on ait une vision à 360. La prévention du risque social, c'est déjà la première chose qu'on doit faire. Bon. Quand vous avez une prestation, on va faire une prestation unique, etc., on nous dit, on va machin, avec un droit. Comment vous allez faire sur les devoirs si vous distinguez les droits et les devoirs? Moi, aujourd'hui, je suis en situation, alors il faudra qu'on voit les décrets qui vont sortir, parce qu'il y a des décrets qui vont nous empêcher un peu. Quand il y a quelqu'un qui ne souscrit pas à ses devoirs, je suis en mesure de lui suspendre le bénéfice du RSA. Et croyez-moi, quand des personnes ne viennent même pas au rendez-vous, que nous leur fixons, alors s'ils ont une excuse, il n'y a pas de problème, c'est un problème de mobilité, nous-mêmes on peut aller chez eux, mais ne répondent pas au rendez-vous. Qu'est-ce qu'on fait? Donc il faut qu'on fasse attention à tous ces mouvements où on dit qu'on va simplifier, mais je crois qu'il faut qu'on ait une vision à 360. Moi, toutes les missions que vous voudrez faire de commission d'enquête, je les accueille avec beaucoup de satisfaction. Et il faut qu'on joue à livre ouvert. La société l'attend de nous, et ça a un nom de jouer à livre ouvert. Ça s'appelle la responsabilité. Et moi, je ne veux pas m'exonérer de mes responsabilités. Mais je vous le dis, luttons contre cette idée selon laquelle l'État ferait mieux que nous en proximité. Ça, je n'y crois absolument pas. Vous avez évoqué un parcours qui est long. Mais j'en ai tiré une leçon, c'est que franchement, on fait quand même mieux avec un État qui, territorialement, c'est quand même singulièrement appauvri. Hein, je ne parle pas sous le coup. Je ne demande pas de vous prononcer, monsieur le préfet. Mais singulièrement appauvri. Donc, moi, je n'ai pas besoin d'injonction, j'ai besoin qu'on me dise comment on fait sur les objectifs que se fixe la société en lien avec le Parlement et le gouvernement. Voilà. Donc, moi, j'attends de vous tous que vous demandiez au gouvernement, quel qu'il soit, que chaque fois qu'on prend une mesure, elle est financée comment? Qui paye? Voilà. Comment on fait? Sans quoi, je vais vous dire, l'onde de choc, on ne la mesure pas aujourd'hui. L'onde de choc de la situation des départements, ça va être dans les mois qui viennent. Lorsqu'on va découvrir qu'on ne peut plus apporter le financement des 500 000, 800 000 à tel ou tel EHPAD en difficulté. Quand on va découvrir que les communes, on va supprimer les aides de moitié ou des 3/4. Si ce n'est déjà fait dans certains départements, on ne les aide plus. Si ce n'est qu'on va reporter les voiries. Quand on va voir les voiries, qu'on va nous dire ben non, on ne peut pas, etc. L'onde de choc dans un monde rural qui est déjà avec un profond sentiment d'abandon, nous sommes perçus encore comme le dernier bouclier du monde rural. Le fait que cette part consacrée au bouclier du monde rural s'amenuise, et je parle même de l'agriculture, on a tous des laboratoires dans nos départements pour les risques sanitaires qui se multiplient, un jour la volaille, un jour la tuberculose bovine, un autre jour, etc. On s'appuie beaucoup sur nos laboratoires. On finance au GDS. Donc vous voyez l'impact. Plus la part du social augmentera, plus la part qui restera pour le bouclier du monde rural va se rétrécir. Alors, il reste encore un dernier sujet, j'en profite pour... Excusez-moi, monsieur le président de l'autre État. Il reste un dernier sujet sur les DMTO. Je sais bien que les avis sont partagés entre nous parce que ça fluctue. Écoutez, je préfère des DMTO, pour ce qui me concerne,
quitte à faire jouer la solidarité encore plus lorsqu'on sera revenu à un niveau un peu plus satisfaisant, un peu plus conforme avec ce qu'on a connu. Je préfère des DMTO soumis à des aléas de la conjoncture qu'à des dotations de l'État soumis à la volonté du gouvernement. Je suis désolé de vous dire ça aussi brutalement, et donc je plaide auprès de mes collègues. D'ailleurs, la plupart d'entre eux, bon, sauf ceux qui n'en perçoivent pas du tout, mais on les a beaucoup aidés, on ne pourra pas faire plus, sont d'accord avec ça. Hein. On n'en peut plus de ces dotations d'État. Bon, alors, votre rapporteur, M. Courson, a proposé qu'il y ait, pour stabiliser les dépenses, une part de CSG qui nous soit fournie. C'est une piste à creuser, notamment pour le social. Mais je vous le dis, il ne faudra pas qu'on fasse, parce que Bercy a ça en tête, CSG contre des MTO. Parce que là, j'organiserai moi-même alors je vais le qualifier pour ne pas être explosif, voilà. J'organiserai moi-même la réponse adaptée. C'était une formule, somme toute, très enrobée par rapport à la démarche que vous pourriez faire, mais vous avez raison. On poursuit, si vous le voulez bien, avec monsieur Pierre Cordier. Non, non, mais vraiment... Mais je suis tellement heureux de vous rencontrer. C'est important pour nous d'avoir... Je n'ai pas nostalgie de la fonction de député, hein, je vous le dis franchement. J'ai d'ailleurs mon député qu'elle a... Et donc, monsieur Pierre Cordier, pour le groupe Droite Républicaine. Merci, Monsieur le Président. Je vais mettre mon chrono, comme ça m'évitera de dépasser, comme je suis bavard. Eh bien, moi, je suis élu depuis 21 ans, Monsieur le Président. Vous le savez, on en a souvent parlé au Conseil départemental des Ardennes, un département qui connaît beaucoup de difficultés. Et c'est vrai que quand on vous écoute, on se dit, mais quel constat d'échec! Quel constat d'échec. Moi, j'ai souvenir, en étant élu en mars 2004, les marges de manœuvre qui étaient les nôtres, les aides aux communes qu'on pouvait réaliser, des actions dites volontaires dans le domaine du sport, de la culture, des collèges, enfin tous les dispositifs qui existaient à l'époque, qui, petit à petit, avec cette loi, il faut bien dire les choses aussi, du 13 août 2004, dite Raffarin, qui devait solutionner beaucoup de choses et qui confiait au département, qui était heureux à l'époque de se voir les premiers acteurs dans le domaine de l'aide sociale, mais Monsieur le Président, vous l'avez dit, ça n'a pas suivi. Donc je pense qu'il va falloir à un moment ou à un autre avoir un petit peu de courage politique dans le contexte que vous avez évoqué tout à l'heure, puisque le Président de la République actuel a supprimé la dernière ressource en matière fiscale. François Mitterrand, qu'on soit pour ou qu'on soit contre, avait inventé un truc super. On donne des compétences, il y a de l'autonomie fiscale, et donc quand les collectivités doivent faire des choses, peu importe, en fonctionnement ou en investissement, eh bien elles augmentent les impôts, et nos compatriotes le comprenaient fort bien, puisqu'à chaque fois qu'on augmentait les impôts, c'était aussi pour améliorer leur vie quotidienne. Donc je voulais vous demander, Monsieur le Président, puisqu'il faudra aussi à un moment ou à un autre un peu de courage politique, la manière dont vous envisagez les choses en matière de fiscalité. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait revenir sur quelque chose? Je vais l'appeler quelque chose volontairement, parce que je n'ai pas forcément la solution, mais je voulais avoir votre avis sur la question de la fiscalité. Et puis aussi vous interroger sur, puisqu'on a évoqué tout à l'heure les mineurs non accompagnés, qui est une compétence finalement réganienne. Dans le département des Ardennes, on voit ce que ça coûte par rapport à ce que l'on reçoit aussi de l'État, voir un petit peu votre manière de voir les choses, même si vous nous avez tout à l'heure un petit peu éclairé sur ces sujets. La question, même si vous en avez dit un mot tout à l'heure sur la péréquation, elle existe déjà. Je comprends que les départements qui sont dynamiques, vous parliez du Var tout à l'heure, ou des Alpes-Maritimes, ou de départements où il y a un vrai dynamisme en matière d'urbanisme. Vous imaginez celui qui peut être celui du département des Ardennes. C'est quand même très, très, très compliqué. Vous avez lancé un certain nombre de chantiers dans le domaine de la péréquation. Est-ce qu'on ne peut pas aller un petit peu plus loin dans ce domaine pour partager quelque part cette manne fiscale en direction des plus désavantagés? Ça, c'est un élément aussi que je voulais évoquer. Je terminerai, puisqu'il me reste 15 secondes, sur l'enchevêtrement social, Monsieur le Président, puisque finalement, aujourd'hui, quand on place un citoyen au cœur de la problématique, il a du mal lui-même à s'y retrouver. Entre les centres communaux d'action sociale, les associations qui font de belles actions aussi parfois, les départements qui sont les chefs de file en matière sociale, finalement, le concitoyen qui est au milieu de tout ça, il ne s'y retrouve plus, Monsieur le Président. Et quelque part, je crois qu'il faudrait aussi un petit peu simplifier les choses
pour éviter tous ces enchevêtrements qui conduisent à ce que le citoyen ne sait même plus vers qui se tourner. Donc voilà, un petit peu d'audace en matière fiscale, mais quelles sont vos idées dans ce domaine-là? Certains ont pu évoquer aussi, je termine par là, la question de la sécurité et disent parfois, pourquoi pas finalement fiscaliser au niveau des secours et qu'il y ait une ligne sur une feuille d'impôt en direction de nos compatriotes pour qu'ils voient réellement le coût des services départementaux d'incendie et de secours. Je vous remercie. Plusieurs sujets. Je crois en effet que dans le domaine social, on peut et on doit faire mieux. On doit faire mieux d'abord avec une meilleure coordination, y compris avec les services de l'État, notamment les ARS. On a les pires difficultés. Regardez, une sortie, on met beaucoup d'argent et des sorties d'établissements hospitaliers ne sont parfois pas signalées ou en tout cas pas anticipées. Vous avez sur la porte de la pièce, je vous l'assure, je l'ai vécu, on l'a vécu, sortie demain matin ou le soir, vous arrivez le matin, sortie cet après-midi à telle heure. Et donc on a eu les pires mots. Je vous décris la difficulté du quotidien. J'ai demandé à ce qu'il y ait une charte qui soit signée avec les établissements hospitaliers pour qu'au moins on puisse avoir un dialogue préalable avant la sortie, pour qu'on puisse organiser les conditions pour les familles. Donc que le système ne soit pas satisfaisant, oui. La loi aussi a complexifié les choses. Quand vous voyez qu'on a donné aux métropoles, alors que nous restons responsables du champ social, on a donné aux métropoles le premier accueil, alors que j'ai dû transférer du personnel pour donner à la métropole, alors que les gens, évidemment, ils viennent s'adresser dans nos services de proximité au quotidien, dans nos agences territorialisées. Donc effectivement, il faut qu'il y ait un travail de remise à plat pour qu'on puisse ensemble, non pas se déporter, se défausser sur l'échelon d'à côté, parce que ça, effectivement, ça ne peut pas fonctionner. Ça, c'est clair. Et on a du travail à faire là-dessus. On a du travail d'optimisation. On a aussi beaucoup d'associations qui travaillent autour de l'enfant. Bon, il faudrait aussi qu'on organise des regroupements d'associations. On est le fruit d'une longue histoire. Pareil pour les violences faites aux femmes, beaucoup d'associations œuvrent. Donc il faut vraiment qu'on toilette tout ça. Donc ça, on est en train de le faire parce que les circonstances financières l'exigent. On ne peut plus continuer de subventionner les partenaires sans s'assurer de l'efficience de leur action. On va le faire. S'agissant du financement, vous avez parfaitement raison. Il faut qu'on ait un financement pérenne. Bon, je vous le dis très franchement, je sais la difficulté de votre département. J'y suis allé. Vous nous avez précédés, presque, j'allais dire, tous. Simplement, le système de péréquation entre nous est arrivé à son terme. Quand vous regardez la marge brute des départements contributaires, elle s'est effondrée parce que l'effondrement est permanent. La violence du choc des DMTO était encore plus forte pour ceux qui avaient plus de DMTO naturellement. Et en plus, ils ont le choc de... Je vous dis, quand dans les Hauts-de-Seine, la personne me dit « je dois construire des collèges, etc., j'ai un afflux de population et je dois reverser 120 millions pour mes amis », évidemment que la question de la solidarité nationale sur les missions qu'ils ont confiées, elle est essentielle, primordiale. Et la première chose qu'on doit exiger, c'est un taux de couverture de la dépense de solidarité qui relève de la solidarité nationale. Voilà la question de fond. Je vous l'ai dit, 21 milliards sur 44 sont des allocations individuelles de solidarité. Bon, la moitié de nos dépenses de solidarité dans les départements, on en finance plus de la moitié, vous imaginez? Donc c'est là qu'il faut creuser. Je pense que l'idée d'une CSG territorialisée avec un taux modulable qu'on pourrait adopter serait une très bonne idée dans l'attente d'une loi de l'autonomie à venir avec son financement. C'est une première étape. La clé de la dette... sur les salaires des citoyens. Toute CSG, il y a de la CSG qui est prélevée, il y a une part de CSG qui va à la CNSA, il faut qu'elle nous soit affectée, cette part. Pourquoi on passe sur des... Voilà, il faut qu'elle nous soit affectée. Et là, vous allez avoir une détente considérable, parce que tous ceux qui disent... En fait, la conséquence de l'élargissement du champ des solidarités, de son coût dans nos départements, impacte toutes nos autres politiques. Les laboratoires départementaux, la culture, le sport, tout ce qu'on fait du quotidien. Donc vous imaginez, c'est pour ça que je parle d'une onde de choc. 80%, président, des sommes sont préaffectées. Les conseillers départementaux, ils gèrent plus que quelques minutes. Voilà. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut dire renationalisation. Il faut redemander de la liberté. Il faut revendiquer de la liberté. Moi, c'est mon combat.
je veux bien être évalué en permanence, je revendique la liberté d'agir. Pourquoi ? Parce qu'on ne réglera pas le problème dans les Hauts-de-Seine de la même manière que dans le Cantal, dans la Creuse, dans la Somme, en périphérie lyonnaise ou dans le département du Rhône. On ne le réglera pas de la même manière. En revanche, il faut que la solidarité permette d'assurer chaque citoyen d'un système de solidarité qui lui permet d'avoir une main tendue ferme lorsqu'il est en difficulté. C'est ça l'enjeu qui est placé. Donc aujourd'hui, le débat entre nous, j'allais dire, il est quasiment clos. Le débat maintenant, il est avec la nation tout entière. Qu'est-ce que vous voulez comme modèle ? Qu'est-ce que vous voulez comme modèle ? Ou alors, il y a une autre suspicion que j'ai, c'est que certains n'ont pas renoncé à la mort des départements. Si on recentralise tout le bloc social en disant je reprends, avec les conséquences que je vous ai indiquées, vous verrez les fermetures d'EHPAD. Moi, je viens de racheter un EHPAD dans mon département, j'ai refusé qu'il ferme en milieu rural. Parce qu'il y avait encore un médecin qui était là, une jeune femme médecin qui est installée parce qu'elle aime la campagne. L'EHPAD avec 50 lits, il a failli fermer. J'ai racheté l'EHPAD. Racheté. J'ai racheté l'EHPAD. Alors, je ne peux pas le faire beaucoup de fois parce que ça m'a coûté 4 ou 5 millions. Donc maintenant, basta. Mais vous voyez ce que je veux dire ? Donc, c'est le modèle, moi, que je réinterroge. Donc, soit on veut la suppression des départements, mais il faudra en mesurer les conséquences. Lourdes. Parce que nous sommes le dernier échelon de proximité avec les communes. Le dernier ou le premier. Voilà. Et donc, si on veut faire du sur-mesure, c'est l'aspect systémique qui doit être réinterrogé. Moi, je plaide pour une société qui fasse de l'individualisation. Or, aujourd'hui, on répond par un aspect systémique qui ne fonctionne plus à un problème d'individualisation, au point que ce que vous décrivez, monsieur le député Cordier, c'est exactement ce qu'on vit. Les gens, il y a des tas de systèmes, ils ne savent même plus où s'adresser. Je le vis au quotidien. J'ai un de mes amis qui a une personne âgée, un de mes meilleurs amis qui a une personne âgée sur les bras. Il me dit à qui je m'adresse. Je lui dis attends, Et pourtant, c'est pas quand même le dernier. C'était pas le dernier des. Vous voyez ce que je veux dire ? Et je rajoute même pas l'électronisme. 44% de la population française qui est dans l'incapacité d'aller chercher l'information. Nos agents territoriaux, passent 30% de leur temps à aller quêter de l'information pour le compte des publics qui sont là. C'est pas tous les publics. Non, mais vous imaginez. Donc, il faut vraiment, mesdames, messieurs les députés, je pense que dans tout ce temps troublé, prenez un peu de temps pour réinterroger nos systèmes. Pourquoi on dépense autant d'argent ? On n'en a jamais dépensé autant. Et ça s'accélère à une vitesse grand V avec un niveau d'insatisfaction qui n'a jamais été aussi grand. Qu'est-ce qui se passe ? Moi, j'ai envie qu'on nous fasse confiance. Moi, je ne demande pas à jouer le rôle de l'État. J'ai croisé un jour un préfet, je lui ai dit, monsieur le préfet, est-ce que vous voulez être élu ? Non. Si vous voulez l'être, de toute façon, il faut vous présenter à des élections. Moi, je ne cherche pas à être préfet, mais je vais être considéré comme un élu, un responsable politique, public, élu, qui assume des missions pour le compte de la nation. Et j'ai besoin de la solidarité, de la considération de la nation. C'est ce système qu'il faut réinterroger. Voilà ce que je dis. C'est systémique. Alors bien sûr qu'on va demander des efforts. Moi, je vais demander aussi des efforts, je ne vous le cache pas, à tous les acteurs du champ social. Quand je vois nos grands acteurs, les groupes Vive, Mutualité, etc., enfin tous ces groupes qui nous mettent des charges de siège, etc., je vais tout réinterroger, comme moi j'ai réinterrogé mes charges de siège. Mais simplement, moi je me suis fixé un cap, et j'aimerais que vous l'entendiez, parce que c'est vraiment un acte de foi. Le plus commode, c'est de fermer pour faire des économies. Le plus dur, si on veut répondre aux aspirations du peuple, c'est de maintenir la présence territoriale. C'est ça. Et moi, je crois que si on continue comme ça, on vivra des déserts médico-sociaux. Je vous le dis dans 10 ans. Rendez-vous dans 10 ans. Je ne sais plus, il n'y a pas une chanson là-dessus. Bon, et là, ce ne sera pas une musique que j'apprécie. Merci, Président. On poursuit avec Monsieur Tristan Lahaye pour le groupe écologiste et social. Oui, bonjour. Merci, Monsieur le Président, de votre présence ce jour pour débattre avec nous dans une période qui est effectivement un peu singulière. On est d'ailleurs avec Monsieur Ray, qui est ici présent dans la salle, co-rapporteur d'un rapport de la délégation sur les incidences du PLF sur l'ensemble des niveaux de collectivité. Et je ne sais plus bien si notre travail est toujours d'actualité ou le sera demain, on verra. Et je crois d'ailleurs que il devait ne plus l'être, ça ne serait pas son lien avec la situation que vous avez décrite, qui effectivement, en tout cas à titre personnel, m'a interrogé sur
l'ambition que la nation portait à l'endroit des grandes questions que vous avez citées, la solidarité en particulier, la solidarité sociale ou la solidarité territoriale, dont j'estime que ce budget mettait à mal nos grandes ambitions sur ces questions. Et il y a évidemment une forme de cri d'alerte que vous nous adressez ce jour. Sur les grandes questions telles la protection de l'enfance ou la prise en considération du 4e âge dans notre société, si je prends beaucoup de recul, je me dis qu'au moment où nous avons fait les ordonnances de 45, la situation de la France, et singulièrement de l'enfance, puisque c'est de ça dont on parle, était bien plus grave que ce que nous connaissons aujourd'hui. Ça ne nous a pas empêché de retrousser les manches et de trouver des solutions. Et pour ma part, je veux croire que cette ambition, on peut toujours la former et trouver des solutions adéquates, certes avec deux contraintes, à mon avis, fortes. Peut-être nous ne serons pas d'accord là-dessus, mais la première, je pense qu'elle fait assez consensus, c'est le financement de la solidarité dans un monde ou dans une société qui crée moins de richesses qu'elle n'en créait auparavant. Je parle là de la désindustrialisation. Et qui tendanciellement éprouve les moyens de l'action publique en même temps que la demande sociale ne cesse de croître. C'est un effet ciseau assez conséquent et qui interroge toutes les sociétés européennes à minimum, et qui, je crois, est la vraie question de fond et dont il faudra saisir à terme. Et à laquelle on a, à mon avis, fait des mauvaises réponses quand on a considéré, qu'on a confondu la politique économique avec la politique fiscale. Parce que ce que nous payons aujourd'hui, c'est aussi la perte de recettes pour l'État et pour les collectivités territoriales, équivalente à 62 milliards d'euros par an depuis l'ensemble des mesures qui ont été prises depuis 2017. 62 milliards d'euros par an, c'est pas rien. Quand on s'interroge sur le financement de l'action sociale, de la solidarité territoriale, les efforts qui étaient demandés aux collectivités que pour ma part je considérais comme trop importants, ils représentaient à peu près 10 milliards. Donc 62 milliards, vous voyez le gap. Ces considérations étant prononcées, quelques réflexions pour aller dans votre sens sur la question de la recentralisation. Je pense que ça n'est pas une réponse, et quand bien même ça le serait, qui peut croire un instant que l'État recentraliserait en laissant aux collectivités territoriales l'équivalent de la dépense qu'elles consacraient aux dites AIS, par exemple. Je pense que ce n'est pas un chemin très sérieux. De la même manière que moi, j'interroge aussi la question du millefeuille comme étant un problème, parce que je n'ose considérer qu'en supprimant telle ou telle strate, on transférerait les ressources aux strates qui resteraient. Je finirai en un seul mot, parce que Monsieur le Président de la délégation me rappelle. Quelle piste de ressources propres pour les collectivités territoriales et en particulier pour les départements est-ce que vous envisagez? Je vous avais cité la CSG, est-ce qu'il y en a d'autres? Comment on peut financer demain la solidarité sociale et territoriale dans nos territoires? Ce programme, moi je vous ai dit, je pense qu'on réglera le problème avec un taux de couverture lié à la solidarité nationale sur les charges, sur les charges de solidarité que nous assumons. Et ça c'est le point essentiel. Tout le restant est subsidiaire. Il suffit de regarder les sommes en jeu, vous les avez dites vous-même, 44 milliards de dépenses de solidarité, avec un taux de progression sur les AIS qui oscille entre 2% pour le SA pour l'année prochaine. Et puis il faut vraiment déjà qu'on arrête de charger la barque. Franchement, il faut déjà qu'on stabilise la situation et qu'on arrête de charger la barque. Donc moi, je crois qu'on a tous un vrai travail à faire. D'abord, de chaque fois s'assurer qu'on a une demande ou une expression, il faut savoir combien ça représente de charges et qui va l'assumer. C'est le premier travail qu'il faut faire. Ensuite, je pense que le problème est systémique, vraiment. Moi, je revendique un certain nombre de compétences qui sont assurées par l'ARS. J'avais demandé simplement, pour qu'on améliore les systèmes, la réciprocité de l'expérimentation. La réciprocité de l'expérimentation, c'est-à-dire qu'on me confie l'argent de l'ARS pour que je le gère dans le truc. Ça nous a été refusé. Quel est l'objectif?
Pourquoi ça nous a été refusé? Moi, je suis prêt à prendre aussi en charge. Regarde donc quel est le niveau, comment on peut fonctionner mieux. Parce que c'est ça aussi l'objectif que nous avons dans le pays. Donc moi, pour l'instant, je crois que d'abord, si on veut objectiver, parce que derrière la question que vous posez, c'est l'objectivation de la donnée. Vous allez dans tous les ministères, j'ai fait le test, protection de l'enfance, vous allez sur le vieillissement de la population, les données liées à l'évolution de la santé mentale, etc. On manque de données, ou en tout cas, elles ne sont pas recollées pour permettre d'avoir une vision à 360 degrés d'un problème. Cette question de la maîtrise de la donnée, alors il y en a qu'on ne nous fournit pas, ou qui sont trop tardives, ou qui sont partiales. Donc il faut vraiment que tous coordonnent leurs efforts, à commencer par Bercy. À commencer par Bercy. Donc moi, je trouve qu'il y a une certaine logique à ce qu'une part de CSG couvre l'aspect social, aussi bien sur les AIS que sur les aspects solidarité, puisque cette contribution elle est liée à cela. Et il ne faut pas que l'État concentre toutes les évolutions financières de CSG ou la CNSA, et que nous, finalement, on se retrouve confrontés au mur de la dépense. C'est ça le problème de fond. Donc j'ai trouvé que l'idée du rapporteur général de votre Assemblée est une idée qu'il faut faire prospérer, sur laquelle il faut avancer, parce que je vous l'ai dit, on va aller droit dans le mur. Et la réplique va être sismique, de type sismique dans le monde rural. N'oubliez pas ça. Je vous dis, moi j'ai eu des premières annonces qui se sont produites dans certains départements, où des élus de présidents de département ont réuni tous leurs maires en leur annonçant une division par 2 de l'aide aux communes. Vous imaginez ce qui va se passer dans le pays? Vous voyez déjà dans quel état de colère est le monde rural. Quand je vais dire, moi, il y a des départements qui ont fermé leurs laboratoires départementaux. Quand la région s'est désengagée des groupements de défense sanitaire, en disant, bah oui, c'est tout à fait ma compétence. Après la loi 3DS, elle a décrété que c'était plus sa compétence. Très bien, je veux bien. Elle s'occupe de l'économie, elle s'occupe de l'agriculture, avec des difficultés. Et nous, on est laissé avec les GDS sur les bras. Bon, on a assumé. Qu'est-ce qu'on va faire avec les GDS? Le groupement de défense sanitaire, le laboratoire. Est-ce que je le garde, mon laboratoire? J'en sais rien. À terme, je vais quand même me poser des vraies questions. Donc c'est ça la difficulté. C'est pour ça que c'est... Alors j'entends bien que certains veulent rocker, comme on dit, aux échecs, pour aller regarder sur les... Avant de faire un grand soir, un grand matin de la décentralisation, regardons ce qui marche et ce qui ne marche pas. Les régions, il faut qu'elles s'occupent des grandes stratégies, puis qu'elles nous laissent faire sur le terrain. Quand je vois que tout le monde veut faire tout, moi je m'occupe de l'action sociale, de l'action de proximité, de la relation avec les maires, qu'on nous laisse faire. Et qu'on nous donne les moyens. Après, si ce n'est pas le cas, il faut vraiment qu'on nous dise, alors clairement, ce qu'on ne fera plus dans notre pays France. Moi, si le débat se poursuit comme ça, je vais collecter tous les budgets des départements de France, maintenant on sera en situation de les avoir, et je demanderai au gouvernement, qu'est-ce qu'on arrête? Et je lui demanderai de me dire ce qu'on arrête. Et qu'il faudra qu'il vienne expliquer. Les actions volontaires, c'est exactement le sel de la vie du monde rural. Hein? Quand je fais de la lecture publique dans le monde rural, quand on accompagne la musique et l'éducation musicale dans le monde rural, lorsqu'on accompagne nos jeunes pour aller découvrir même l'aspect mémoriel pour ses 80 ans, quand on accompagne nos collèges, on va bien au-delà des dotations éducatives que nous remettons dans nos collèges. Regardez, simplement pour que j'ai un peu de maîtrise sur les gestionnaires de collèges, pour leur dire que je veux du local dans les établissements, vous avez vu tout le débat qu'on a eu. Le législateur, dans sa grande sagesse, a accepté dans la loi 3DS de nous donner un pouvoir entre guillemets, de tutelle ou de co-tutelle sur les gestionnaires de collège. Le décret qui était publié n'était même pas conforme à la loi. Je vais commencer par attaquer le gouvernement lorsqu'il publie des décrets qui ne sont pas conformes à la loi. On ne peut pas continuer comme ça. Alors, si vous voulez, tout le monde est sur son cercle de compétences, ne veut rien lâcher, et puis d'un seul coup, on se rend compte que nous qui sommes au cœur des préoccupations des Français, de leur vie quotidienne, on se retrouve complètement étranglés. Il faudra nous dire ce qu'on ne fait plus. Voilà. Mais ça, c'est l'étape d'après, hein, mesdames, messieurs les députés. Je dirai au gouvernement de nous dire ce qu'on ne fait plus. Parce que la solution par étranglement n'a jamais été une solution prospective. Hein. Et on poursuit avec Madame Firmin Lebaudot pour le groupe Horizon et Apparentés.
Merci, Monsieur le Président. Merci, Président Sauvadet, pour votre enthousiasme à défendre les collectivités territoriales et notamment les départements. Merci d'avoir rappelé que les départements, et ça a d'ailleurs été reconnu par la ministre que nous avons auditionnée il y a maintenant, je crois, 15 jours, avaient été sans doute, j'allais dire, les plus taxés. Et donc, le gouvernement était, j'allais dire, revenu en partie sur certaines mesures, bien conscient des problématiques qui étaient celles que vous avez décrites. Alors, difficile, après toutes ces interventions, de trouver des questions qui n'aient pas été posées. Moi, j'ai une question. Vous avez beaucoup parlé de la CNSA, puisque c'est un des acteurs qui finance les compétences départementales. Lors du PLFSS 2025, le ministre des Solidarités a déposé un amendement gouvernemental qui était plutôt intéressant, je crois, pour les départements, qui permettait de financer les départements en fonction des dépenses réalisées et non plus en fonction des crédits de la CNSA. Donc ça, je trouve que c'est quand même une amélioration qui a été apportée via cet amendement gouvernemental. Comment le regardez-vous et comment on pourrait ensemble travailler sur, j'allais dire, des ressources pérennes qui seraient affectées au crédit de la CNSA, qui permettraient d'aller en ce sens. Après, moi, j'ai plutôt une question de fond. Éric Woerth avait été missionné pour faire un rapport sur l'évolution, j'allais dire, des différentes compétences. Est-ce que la problématique des départements, en termes de simplification qui devrait être amenée, ça n'est pas la problématique des compétences partagées, qu'elles soient partagées avec l'ARS, qu'elles soient partagées avec les mairies, puisqu'on voit bien que maintenant, avec le service de la petite enfance, il y a un sujet autour des crèches. Est-ce qu'on ne devrait pas aller, j'allais dire, ce que la loi NOTRe avait fait, essayer de faire, mais aller encore plus loin, c'est-à-dire que les EHPAD seraient gérés totalement par les départements et j'ai bien la réponse à la question, vous connaissez mon choix, par l'ARS, mais il y a un moment, ces compétences partagées, elles ne simplifient pas d'abord la lecture sur ce qui fait quoi, et sans doute sur le fonctionnement qui est le vôtre. Et puis, après le scandale Orpea, vous avez parlé de contrôle. Est-ce que vous avez un bilan du nombre d'EHPAD au niveau national qui ont été contrôlés soit par les départements, soit par les ARS? Est-ce que vous avez un bilan de la situation au niveau national, de la situation financière des EHPAD? On sait qu'il y en a beaucoup en difficulté, mais est-ce qu'on le mesure, puisque vous parlez de chiffres et de factuels? Et puis, la question sur le handicap, on voit bien qu'il y a une tendance très marquée à aller vers des AESH mutualisés et à la place des AESH individualisés. Et on sait que ce sujet commence à être remis en cause à la fois par les parents en termes d'accompagnement, mais aussi, j'allais dire, à la fois par les AESH sur leur problématique de statut. Est-ce que vous avez un éclairage sur ce sujet? Là encore, c'est une compétence partagée avec l'éducation nationale. Voilà, très rapidement. Puis peut-être un petit bilan sur les MNA, puisque les MNA en 2018-2019 étaient un réel sujet pour les départements. La crise sanitaire a fait moins parler des MNA. À ce stade, est-ce que vous avez un point à date sur l'évolution des MNA? Voilà très brièvement ce que je souhaitais dire. Bien. D'abord, sur les 200 millions, bon, il n'y avait rien de prévu. Donc, il ne faut pas... Tout ce qui est gestuel, qui va dans le bon sens, doit mériter d'être encouragé, à tout le moins. Bon, voilà. Surtout dans le contexte actuel. Mais il faut bien qu'on ait présent à l'esprit, c'est que les 200 millions permettront de maintenir le niveau actuel, compte tenu de l'évolution de la dépense des AIS, permettront de maintenir le niveau actuel. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas... Ça compense l'effort qui serait à venir. Donc ça... Voilà, il ne faut pas croire que ce sera un apport considérable, que ça va régler le problème de... Vous l'avez dit vous-même, la vraie question, c'est qu'il faut qu'on arrive à ce taux de couverture de 50% des AIS, qui permettrait déjà... Bon, sur les EHPAD, on est dans une situation complexe, mais je dois vous dire, quand on veut faire le point et se mettre au clair avec les ARS, c'est extraordinairement compliqué. On est dans une espèce de jeu de ping-pong. Moi, je suis pour la symétrie des formes et qu'on regarde quel est l'opérateur qui pourrait le mieux répondre à ces questions. La prévention que j'ai sur le transfert, sur l'expérimentation exclusive, dont on me parle, la généralisation dans les 2 ans qui viennent, on veut aller vite pour des raisons strictement budgétaires. C'est-à-dire que ça se traduira dans les faits par des fermetures d'EHPAD.
Je vois bien ce qui se profile. Moi, je résiste dans mon département pour ça, parce que j'ai théorisé la présence territoriale. Après, c'est une difficulté pour une personne qui a besoin d'un accompagnement spécifique. On l'accompagne vers les lieux spécifiquement organisés. Ce chemin-là, il n'est pas suffisamment organisé parce qu'on raisonne de manière budgétaire, on affiche des lois bien vieillir. Je pense que de déplacer des gens, moi on vient de déplacer 40 personnes qui sont dans leur environnement, avec les voisins qui peuvent aller voir, même pour des situations de cas d'Alzheimer. Moi j'ai eu des visites d'établissements où des personnes qu'on pensait perdues, d'un seul coup ont une image, ont une lumière qui réapparaît, reconnaissent, etc. Donc il y a une espèce de lumière humaine qu'il faut quand même préserver. Je pense que la proximité du vieillissement de la population, si on veut garder des services de soins à domicile de proximité, il faudra qu'on ait un dialogue beaucoup plus nourri entre établissements et aide à domicile. C'est ce que je plaide, ce sur quoi je me bats, et ça s'organise territorialement. Aujourd'hui, on a des grands opérateurs qui vous disent, vous inquiétez pas, si vous avez des problèmes, on va le régler, on va venir travailler là où vous n'avez plus d'ADMR, machin en proximité. Très bien, puis on s'aperçoit, moi je me suis aperçu que cette année, Madame, vous connaissez très bien le sujet, donc j'ai quelques scrupules à en parler devant vous, mais cette année, j'ai rendu 700 000 euros, j'ai économisé 700 000 euros d'heures d'aide à domicile. J'ai regardé, il y a des grands groupes qui prévoient les heures, moi je finance les heures, dans le cadre des plans d'aide, ils ne sont pas faits. Vous imaginez le niveau dans lequel nous sommes. Donc moi, je plaide vraiment pour de la territorialisation. Je vous assure, le bouillonnement du monde rural, il ne fait que commencer. On a eu des sursauts, on a eu des gilets jaunes, mais vous allez voir, je pense que l'onde de choc est devant nous. L'onde de choc est devant nous. Donc je vous dis, certains de mes collègues préconisent ce modèle parce que c'est très commode. Vous n'avez plus l'augmentation, vous transférez ça, terminé. Mais derrière, il y a encore beaucoup d'incertitudes. Comment on va suivre l'expérimentation? Comment on va la suivre? Quel pouvoir d'influence on va avoir à l'égard d'un ARS? Aujourd'hui, moi, j'ai du pouvoir d'influence quand je lui dis je ne paye plus. Alors là, il vient me voir. Enfin, on fait tout ça, monsieur Deletreite, monsieur le Président. Voilà. Donc, sur la situation des EHPAD, effectivement, vous avez raison, il faut qu'on l'objective. Je n'ai pas à ce jour, et ça relève aussi de l'ARS, d'objectivation des difficultés des EHPAD. C'est-à-dire de l'objectiver. Tout le monde parle des difficultés. Vous me donnez une idée, c'est pour ça que cet échange, je vous suggère de le renouveler tous les 6-8 mois, pour qu'on n'attende pas des situations de crise pour se parler, pour qu'on puisse s'éclairer les uns les autres. Moi, c'est une donnée que je n'ai pas. Je vais la rechercher. Je vous remercie de m'avoir fait cette proposition. Dès demain matin, pas demain, mais après-demain, je rentre chez moi, je vais faire une belle lettre à l'ARS, je vais faire une belle lettre à mes services. Je voudrais avoir une idée précise de la situation de mes EHPAD. Je la connais parce que tous les EHPAD me demandent 500 000, 100 000, etc. Bon. Les AESH, on a eu des vrais débats là-dessus. Bon. Qu'est-ce qui relève de qui? Qu'est-ce qui relève de quoi? Est-ce qu'on fait une continuité de service? Est-ce qu'on saucissonne? D'abord, il faut éviter le saucissonnage, parce que quand on a le temps méridien qui est pris par une personne dans des accompagnements, par exemple, de handicap, ou etc., ben, franchement, quand l'État nous disait, vous allez reprendre ça entre mille... Enfin, il faut être sérieux. Voilà, qui le prend? Le temps de l'éducation, il y a un temps partagé, le milieu, etc. Mais enfin, quand on suit, vous le savez, quand on suit une personne, un jeune qui est handicapé, etc., où il a besoin d'un accompagnement spécifique, de reconnaître, de repères, etc. Bon, on a quand même, en matière de handicap notamment, on a eu des difficultés énormes. Hein, énormes. Bon, maintenant, on va progresser, je l'espère en tout cas, mais là aussi, sur le handicap, on assiste à une explosion de la dépense du handicap. Là encore, on est dans ces systèmes extrêmement administrés où la Caisse nous a donné des grilles à remplir, etc. Donc, dès que le diagnostic est fait, vous arrivez avec un résultat opératoire. Après, le déport. Qu'est-ce qu'on fait dans nos départements des personnes qui relèvent du handicap et pour lequel le coût annuel pour nos départements est de l'ordre d'entre 120 000 et 150 000 euros? Qu'est-ce qu'on fait de ces personnes? Il n'y a pas de place? On fait quoi? De 100 à 150 000 euros. On fait quoi? Ça prouve qu'on a encore du travail et je compte sur vous pour qu'on éclaire le temps futur. Et Monsieur Ray, donc on en arrive à la deuxième série de questions. Donc non, mais c'est non, pas du tout. C'est très éclairant pour nos débats. Monsieur Ray, vous avez 2 minutes. Merci, Monsieur le Président Sauvadet, merci de votre présence devant notre délégation. Effectivement, la situation des départements est particulièrement difficile en ce moment
soumises à un effet ciseau avec une augmentation forte des dépenses sociales et une baisse de leurs recettes, notamment des DMTO, et c'est particulièrement violent dans les départements ruraux pour lesquels, effectivement, les dépenses de solidarité sont particulièrement importantes et, à contrario, les recettes de DMTO sont les plus faibles. J'aurais deux questions dans le cadre aussi, dans le prolongement des travaux que nous menons avec mon collègue Lahaye. Nous avons auditionné votre association, c'est M. Dupont qui nous a répondu. Moi, j'aurais deux questions sur ce fonds de réserve qui était prévu, enfin qui est, je vais parler au présent, qui est prévu dans le projet de loi de finances. Quel est votre sentiment? Vous avez dû voir que le Sénat l'avait profondément, et à juste titre, je pense, modifié. Pour vous, quel est l'objectif de ce fonds de réserve? Est-ce que pour vous, ça a un intérêt de prélever en 2025 une recette sur nos collectivités pour les reverser dans les années suivantes? On comprend la logique de pilotage, de baisse en 2025, mais n'est-ce pas un instrument de court terme? Et deuxième question, Monsieur le Président, je sais que vous êtes très attaché, vous avez bien raison à vos compétences, mais est-ce que quand même, il n'y aurait pas certaines compétences qui relèvent vraiment de la solidarité nationale, qui devraient rebasculer au niveau national? Je pense au MNA notamment. En quoi cela relève de l'action d'un département, alors que ce sont des personnes qui viennent de l'extérieur? D'autres exemples aussi. Bon, la dépendance, vous faites un travail formidable que les collectivités peuvent faire, de détail, de suivi, mais c'est vrai qu'on arrive à des situations d'inégalité entre départements sur la prise en charge de la dépendance. Selon que vous vivez dans le Puy-de-Dôme ou dans l'Allier, les règles, la prise en charge, les recours, enfin les reversements suite à l'aide sociale, très différentes. Donc est-ce qu'on n'est pas là à une limite? Monsieur le député Nicolas Ray, bon, vous avez parfaitement résumé tout ça. D'abord, nous on a demandé, je ne comprends pas comment on crée un fonds de réserve alors qu'on a déjà un fonds de sauvegarde qu'il faudrait réalimenter, un fonds de péréquation qu'il faudrait porter à 1,9 milliard, alors qu'il y a 1 milliard, je ne reviens pas sur le chiffre, 1,5 milliard. Et puis nous avons un fonds de sauvegarde qui est de 37 millions, lui était de plus de 100 millions pour les départements en difficulté qui sont maintenant passés de 14 à 60. Donc évidemment, on est là face à un mur. Deuxième chose, on a beaucoup discuté du MNA et de l'accueil des MNA. Il faut faire coïncider l'esprit de raison, c'est-à-dire que il y a des flux migratoires, il faut effectivement les maîtriser, sans quoi on sera devant de grandes difficultés. Ça, c'est le débat public qu'on a en ce moment, qui est un débat que toutes les nations du périmètre européen, notamment du pourtour méditerranéen, ont comme réflexion, et il faut prendre des mesures. Alors après, chacun, selon ses convictions, parlera immigration choisie. Moi, à titre personnel, je suis pour une immigration choisie, parce que l'idée de dire on n'a plus besoin de personnes, etc., aller expliquer ça chez un restaurateur, etc., partout où je vais dans les restaurants, je vois des jeunes qui sont volontaires, qui font qui la plonge, qui la restauration, enfin bon, bref. Mais je vais pas au-delà, ça c'est mon sentiment personnel, dont je ne parle pas là comme bon. Alors, on a eu un débat là-dessus. Le problème, c'est la prise en charge des MENA. Aujourd'hui, soit les MENA, si l'État les prend en charge, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on les met dans un endroit, qu'est-ce qu'on en fait? Bon, la question, elle est la suivante. C'est la prise en charge du coût des MENA. Nous avons, au-delà du fait migratoire, ça, je laisse ça au débat public. Moi, je vous ai donné mon sentiment. Il faut que ce soit beaucoup plus ferme là-dessus et qu'on ne laisse pas de faux espoirs à ceux qui arrivent chez nous, qui créent de grosses problématiques de prise en charge. D'abord, on a eu un afflux considérable en 2023. Je n'avais pas répondu à la question de Madame la députée. On était à 46 656 prises en charge. Donc, on avait 18% de hausse en 2023. Aujourd'hui, on a une stabilisation, mais on a, si vous me permettez, un accueil de personnes. Je ne vais pas parler de stock parce que c'est pas conforme à mes convictions ni à l'humanité qu'on se doit. On a tendance à diminuer cette année, mais on a encore des prises en charge qui sont... Donc on les a. Le problème après, c'est toute la période de sortie du dispositif, de reconduite à la frontière, etc. Et qu'on ne se retrouve pas avec le même droit commun pour des personnes qu'on va emmener jusqu'à 18, 19, 20, 21 ans sur des projets professionnels, alors qu'on sait qu'ils sont susceptibles de repartir, d'être reconduits à la frontière. Donc là, il y a un problème de raison qu'il faut et de reconduite, mais ça relève du ministère de l'Intérieur et du gouvernement, et du droit, évidemment. Bon, donc, le problème qu'on a, c'est de l'ordre du 1,5 milliard, la charge que nous avons.
Moi, ce que je souhaite, c'est que si on veut faire coïncider, on a eu tout ce débat dans les départements de France, hein, droite, gauche, ceux qui veulent les renvoyer, ceux qui veulent donner ça à l'État. Si on veut préserver la part d'humanité, la part de responsabilité, il faut que, tout jeune qui doit être reconduit à la frontière le soit, ou soit en tout cas soit accueilli dans des situations qui permettent de favoriser sa reconduite à la frontière. Tout celui qui sort de 18 ans, qui n'a pas vocation à rester dans notre sol, ne doit plus relever le dispositif de la protection de l'enfance. Tous ceux qui arrivent et qui sont dans une période d'évaluation de leur minorité ou de leur majorité, je souhaite être associé, comme président des départements de France, à la minorité ou à la majorité, parce qu'on sait très bien la commodité qu'il y aurait sur la pression de certaines associations, que je respecte d'ailleurs, hein, à se voir, j'allais dire, confier des jeunes qui sont limites. Vous savez comment fait l'État, hein, d'ailleurs, monsieur le préfet, je vous épargne là, parce que vous travaillez avec moi aujourd'hui, je veux bien vous épargner. Mais enfin voilà, donc il faut qu'on ait écrit un texte là-dessus. La prise en charge du fait migratoire, y compris de la protection de l'enfance, doit être assumée financièrement par l'État. Financièrement par l'État. Depuis la période d'évaluation jusqu'à la période de sortie. Ensuite, ne pas nous imposer au droit commun des personnes qui relèvent de la sortie du territoire, dès l'âge de 18 ans. Ensuite, réévaluer les lois Taquet d'une manière plus générale sur les 18-21 ans que nous sommes obligés de conserver ou de suivre, alors qu'on a des jeunes qui ne relèvent pas de la protection de l'enfance ou de la continuité de la protection, mais qui relèvent d'autres dispositifs qui ne sont pas ceux de notre compétence stricte. Hein, puisqu'entre 18 et 25 ans, j'allais dire, c'est plus nous, sauf ceux qui relèvent de la protection de l'enfance, qu'au titre de la continuité de cette protection, nous assurons, c'était l'esprit de la loi Taquet. Mais ça va bien au-delà. Donc voilà, moi. Après, on pense que comme nous sommes en charge de la protection de l'enfance, quand des jeunes relevant de l'enfance arrivent sur notre territoire, nous devons continuer avec humanité et responsabilité d'assumer cette mission pour le compte de l'État, c'est-à-dire avec son financement. Voilà sur quoi nous sommes arrivés après un séminaire où j'ai dû puiser dans mon expérience de président de groupe à l'Assemblée nationale l'émergence, pour favoriser l'émergence d'une position commune. Vous voyez ? Non, Hubert m'en voudrait. Il m'a succédé très bien et moi, je n'ai pas vocation à revenir, non. Ben voilà, je vous ai dit clairement, on en a encore beaucoup. Hein. On a eu 19 370 en 2023 nouveaux accueils. C'est-à-dire qu'on a eu des sorties, mais on a eu quand même 31% de rentrées. Hein. C'est énorme. Puis avec des effets de saturation, moi je suis allé dans les Alpes-Maritimes, vous imaginez. Hein. Vous imaginez. Très rapide. Oui, sur le redécoupage. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui a fait énormément de mal sur la proximité des conseillers généraux devenus départementaux. C'est le redécoupage de François Hollande avec ses cantons XXL où il n'y a plus la proximité de l'élu local avec... qu'on parle de féminisation, qui est de la mixité, tout ça, pas de problème. Mais je pense que ça a fait aussi énormément de mal, ces redécoupages cantonaux. Je vois dans le département des Ardennes, c'est une catastrophe. Et attention aux prochaines élections départementale, parce que ce sera, je vois chez moi, 19 petites législatives qui vont, voilà, avec politiquement des conséquences qui vont être très lourdes. Redécoupage de François Hollande, une catastrophe. Et à créer de la colère, à créer des gilets jaunes et de la colère. Ah ben oui, là, j'ai même décerné des ciseaux d'or au gouvernement de l'époque, accompagné par Bernadette Chirac d'ailleurs, je m'en souviens, qui voyait son canton redécoupé et qui était dans un état de crise. Bon, je crois que c'est une erreur considérable. Je crois que toutes les demandes de parole ont été honorées. Je regarde les collègues. On n'a juste pas parlé des MDPH, qui sont quand même des gros sujets sur lesquels, là aussi, ce serait dommage qu'on n'en parle pas, parce que je pense que... Et l'influence des associations sur la prise en charge au sein des MDPH, moi je plaide pour revisiter tout cela. En tout cas, moi j'ai fixé dans mon département des contraintes budgétaires
qui vont amener chacun à regarder. Et aussi une inculturation de nos équipes pour qu'on fasse là aussi de l'individualisation de la réponse plutôt que de faire de la systématisation de la réponse. Et donc on va travailler vraiment beaucoup là-dessus. J'ai demandé à mes services qui, après avoir fait du brainstorming du benchmark, auprès de beaucoup de départements et de réflexion, ils m'ont fait 11 propositions pour fonctionner mieux. Je vous les ferai passer et après, je reviendrai vous voir pour vous dire le résultat d'ici 8-10 mois. Mais si je regarde bien les 11 propositions plus la contrainte financière, on devrait faire évoluer quelque chose quand même. Et puis, il faut aussi que les élus s'impliquent. Moi, j'ai demandé à ce que les élus qui nous représentent participent bien, parce que certains d'entre eux pointent du doigt, les évolutions budgétaires et parfois ne participent pas suffisamment au quotidien qui fait cette évolution. Donc, il faut qu'on aille davantage qu'on réinterroge notre organisation systémique et qu'on aille davantage vers l'individualisation de la réponse. Moi, je suis sûr que c'est vers ça qu'il faut travailler. Mais ça, c'est une conviction profonde, hein, parce que je pense que c'est partagé par beaucoup de départements. Eh bien, merci Président. Je vais vous remercier de ces presque 2 heures de temps d'échange, et c'était important qu'on puisse l'avoir comme vous l'avez vu, et c'est vraiment l'orientation que je souhaite que cette délégation préserve, hein, c'est qu'elle prenne le temps de l'échange, de l'écoute avec les élus, puisque cette délégation, sa vocation, c'est de recevoir les élus ou ceux qui représentent les élus au travers de leur association, et qu'on prenne ce temps d'échange. Comme vous pouvez le voir, j'aime aussi que la parole circule librement dans le respect des opinions de chacun. Je crois que c'est important. En tout cas, moi, je saisis votre proposition de se revoir rapidement avec une régularité qui restera à définir, et peut-être vous rappeler quelque chose que vous savez déjà, mais cette délégation, elle dispose de moyens d'investigation, hein, donc il ne faut pas hésiter à nous saisir, à nous alimenter, et je pense que la question des départements, et on aura l'occasion de l'aborder lors d'un prochain bureau, la question des départements va être un sujet central de travail à avoir eu égard à l'échange que l'on a eu aujourd'hui. Donc je pense qu'on aura l'occasion de se revoir très rapidement, vous avec vos équipes et d'autres peut-être de vos vice-présidents. Mais il sera important qu'on conduise des réflexions pour... je pense trouver, formuler en tout cas des propositions, c'est notre rôle, qui répondent à tout ce qu'on a pu évoquer aujourd'hui. En tout cas, merci beaucoup. Et d'abord, et puis remercier tous les députés, parce qu'on est en ce moment dans un contexte, et travailler sur le fond, quand on a autant de soubresauts, c'est toujours un peu compliqué. Je vous proposerai aussi quelque chose de supplémentaire. On a mené un travail sur... Qu'est-ce que c'est une nouvelle décentralisation qu'on appelle tous de nos voeux, une nouvelle organisation pour répondre mieux aux aspirations de nos compatriotes? On a fait un gros travail pendant plus d'1 an avec des constitutionnalistes, avec des chercheurs, des sociologues, et on a théorisé le choc en ce moment qui se profile, et non pas qui se profile, mais le choc de 2 mondes entre une vision administrée de la France et une France qui est vécue et qui le vit mal. Et on a fait toute une série de propositions. Et moi, je vais vous surprendre, on en arrive dans une conviction profonde, c'est que l'idée d'avoir des blocs de compétences, comme on le prétend, soi-disant comme une simplification, ça a été prendre à rebrousse-poil l'intelligence territoriale. Et je pense que si on veut redonner du souffle à la démocratie locale, il faut lui redonner de la liberté de s'organiser territorialement. Et ensuite, que l'État soit le garant d'une réponse adaptée par rapport aux grands objectifs qu'on se fixe dans la nation, avec le rôle du Parlement qui est essentiel. Et ça, c'est une vision complètement moderne, parce qu'un problème n'est pas résumable à un bloc. La première, et je pense même, alors là je vais vous surprendre complètement, que les lois de décentralisation de François Mitterrand ont été les premières lois liberticides par rapport à l'esprit de la décentralisation, qui était de permettre aux collectivités de s'organiser librement et à l'État d'être le garant de cette organisation pour avoir une réponse territoriale. Je vous ferai passer ce rapport, si vous êtes d'accord, mesdames, messieurs les députés. Je vous le ferai passer parce qu'il est à rebrousse-poil de tout ce qu'on a pensé pendant 30 ans pour se dire,
Si on veut répondre socialement, on part de la famille, on part de l'individu, on part du territoire, on part de la spécificité territoriale, on part de sa montagne, on part de sa colline, on part de son plateau, on part de ses plaines, on part de son quartier, et on dit comment on répond aux problématiques. Donc je crois beaucoup plus à une vision à 360. C'est complètement différent de tout ce qu'on a vécu, mais je crois qu'à rapidité des événements, travailler à l'intelligence territoriale, et lui redonner du souffle, ce sera le meilleur service qu'on puisse rendre à la France qui s'administre trop. Voilà, merci à tous. C'est une source d'inspiration pour moi aussi.